Merci, bonjour à tous. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir convié à faire cette présentation. Si j'ai bien compris, le public est assez hétérogène. Il y a des chercheurs, il y a des pathologistes, je pense qu'il y a à peu près un panel assez représentatif de gens qui peuvent être amenés à travailler sur du tissu humain ou animal. Et donc je vous ai fait une présentation qui va un peu de la théorie et un petit peu de la pratique pour tout le monde, pour les chercheurs, pour les anapathes, à peu près pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on fixe les tissus ? On fixe les tissus parce que quand on fixe les tissus, au microscope c'est joli, et quand on ne fixe pas les tissus, c'est le même tissu, mais il n'est juste pas fixé. Quand on ne fixe pas les tissus, quand on regarde au microscope, c'est très très moche. Alors pourquoi c'est très moche ? Simplement parce que quand on laisse les tissus, alors humains, de souris, ce que vous voulez, vivre leur mort tranquillement, les cellules vont libérer des enzymes protéolytiques qui vont les autodigérer, qui vont digérer toutes les structures. Petit à petit, tout ça se liquéfie et ça donne ce genre d'aspect. Voilà, c'est l'autolyse. Pour ceux qui aiment les séries télé américaines, vous savez, c'est la rigidité, puis après, la rigidité disparaît, voilà, c'est ça. Donc, pour fixer les tissus, il va nous falloir quelque chose qui va préserver la morphologie. Pour ça, il nous faut un gros costaud, parce qu'il va falloir qu'il inhibe les actions de ces enzymes, et ces enzymes sont extrêmement puissants, extrêmement rapides, donc il va nous falloir quelque chose qui soit vraiment très efficace. En même temps, la fixation a d'autres fonctions, en particulier, c'est d'éviter la putréfaction des tissus. Si on les laisse, après tout, les bactéries, les virus, tous les parasites que vous voulez vont proliférer. Et donc, il nous faut quelque chose qui ait une action antibactérienne, antimycosique, viricide, etc. Et puis, en même temps, il nous faut quelque chose qui va nous permettre de faire un certain nombre d'analyses de plus en plus pointues, de plus en plus subtiles, de plus en plus compliquées. Et donc, il va nous falloir un produit qui soit très doux, qui va nous préserver les constituants cellulaires. Donc, c'est complètement schizophrène, la fixation. C'est détruire les activités enzymatiques tout en préservant le plus possible les protéines, les ADN, les RN. Donc, c'est complètement schizophrène. Alors, si on voulait faire un cahier des charges du fixateur idéal, on pourrait dire que déjà, il faut que ce soit d'une toxicité raisonnable. Il n'est pas question d'utiliser des trucs extrêmement explosifs qui sont des très très bons fixateurs. La TNT, c'est un très très bon fixateur. On va essayer d'éviter. On ne peut pas avoir des produits d'une toxicité majeure. On utilise déjà des produits qui sont toxiques, mais bon, c'est une toxicité subtile. C'est-à-dire que vous savez que le formol est qualifié de carcinogène. S'il donne des cancers, il donne des cancers du nasopharynx. Il y a des études qui ont montré qu'il y a eu 0 cas de cancer du nasopharynx déclaré chez les anapathes. Donc, pour l'instant, le caractère carcinogène du formol en anapathe est assez... Voilà. Et on peut dire qu'il est difficilement prouvable. Ce n'est pas pareil dans l'industrie du bois, où là, ils utilisent des concentrations extrêmement importantes de formol. Alors, le deuxième point du cahier des charges, c'est d'avoir une morphologie cellulaire belle, puisque quand même notre but, c'est quand même de regarder les cellules au microscope. Ça, c'est un cancer du sein. Ici, vous avez des cellules tumorales. Ça, c'est une fixation au formol. Et ça, c'est le même cancer du sein qui n'a pas été fixé au formol, qui a été fixé à l'éthanol, qui est un très très bon fixateur, mais qui donne une morphologie, passez-moi l'expression, dégueulasse. Voilà. Là, c'est un petit peu difficile de faire du diagnostic au microscope. On sait qu'il y a des cellules, mais pour les reconnaître, on ne sait pas. Et puis, on l'a vu, on va faire des techniques qui vont être de plus en plus compliquées, et donc on veut pouvoir récupérer des constituants cellulaires de meilleure qualité. Et puis, si on va vers des puces ou des techniques très compliquées qui arrivent déjà, puisque par exemple dans le cancer du sein, où il y a les oncodesign et des choses comme ça qui utilisent déjà des puces, il faut qu'on soit capable de sortir des acides nucléiques de bonne qualité. Il faut que le coût soit raisonnable. Pour faire un fixateur à 10 000 € le millilitre, ça va être un peu difficile, hein. Bon, voilà. Et puis, idéalement, et ça c'est particulièrement vrai pour vous, il vous faut des gens qui travaillent de façon standardisée. Parce que si vous récupérez des échantillons qui viennent de 10 laboratoires et que vous avez un laboratoire qui ne fait pas comme les autres, ça va être super chouette, mais pour vous, c'est une catastrophe. Voilà. Et cette notion de standardisation, elle est relativement récente. Les anapathes, pendant très longtemps, travailler un petit peu dans leur coin, et ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années qu'on commence à comprendre qu'il faut qu'on ait tous partout les mêmes techniques et les mêmes résultats pour avoir une bonne reproductibilité interlaboratoire. Alors, comment on va fixer les tissus? Vous avez des méthodes physiques, avec la déshydratation. Alors, je vous ai mis du saucisson, mais la déshydratation, si vous travaillez sur des cellules circulant du sang, on fait une déshydratation. Je fais une goutte, je tire, je sèche, et hop, c'est déshydraté. Donc, ça s'utilise en pathologie humaine. La lyophilisation, on en entend parler depuis longtemps. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé dans les laboratoires.
Bon, pourquoi pas. Enfin, c'est déjà utilisé pour conserver l'ADN. Hein, c'est les fameuses techniques de l'ADN sous vide dans les capsules en or. Là, c'est de la lyophilisation. Et puis vous avez la chaleur aussi, qui est un excellent fixateur. Il y a des machines qui utilisent des micro-ondes pour fixer les tissus. Voilà. Bon, ça c'était les fixations physiques. En fait, dans la pratique, on utilise plutôt des fixateurs liquides. Alors dans les fixateurs liquides, les grandes familles, vous avez les alcools, qu'on utilise en technique humaine, on va dire, depuis plusieurs centaines d'années. Vous avez les acides, qu'on utilise aussi en technique humaine alimentaire depuis des années et des années. Et puis vous avez les aldéhydes. Là, ceux-là, on va les réserver pour le laboratoire parce qu'ils ne sont pas gentils. Alors, ces fixateurs-là, les alcools et les acides, sont des fixateurs qui sont précipitants ou dénaturants. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien rajouter aux molécules, ils vont juste modifier les conditions osmotiques, les conditions électrostatiques, qui vont faire que les molécules vont changer de conformation, elles vont précipiter, elles vont se coller entre elles, et du coup, elles n'auront plus leur activité enzymatique. Ce sont des inhibiteurs enzymatiques osmotiques, on va dire. En revanche, les aldéhydes et certains acides, c'est pour ça que les cercles se chevauchent, peuvent être des additifs, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter des résidus, éthylène, méthylène, ce que vous voulez, sur vos molécules, et en faisant ça, ils vont modifier leur structure et modifier leur fonction. Alors, on va se concentrer un petit peu sur les alcools, on va faire un tour du propriétaire. Donc les alcools, ils vont enlever l'eau. Comme l'eau, c'est ce qui maintient les protéines en solution, si on enlève l'eau, elles vont se coller entre elles, et elles ne pourront plus faire leurs activités. Voilà. Le problème, c'est que l'élimination de l'eau, ça va changer la conformation tertiaire des protéines, et elles vont exposer leur site hydrophobe et cacher leur site hydrophile. Alors que normalement, elles exposent leur site hydrophile et elles cachent leur site hydrophobe. Voilà. L'autre problème des alcools, c'est que ce sont des solvants des graisses. Donc si vous travaillez sur des lipides, surtout pas d'alcool. De toute façon, si vous travaillez sur des lipides, pas de fixation et d'inclusion en paraffine, parce que l'inclusion en paraffine, par définition, ça emporte tous les lipides. D'accord ? Donc là, vous êtes condamné à la congélation. Vous n'avez pas le choix. Alors, petit exemple, je l'ai piqué sur Internet, donc c'est peut-être un de vous qui l'a fait. Voilà, une structure de molécule. Si je la déshydrate avec de l'alcool, eh ben, la molécule va se déplier complètement en exposant des sites hydrophobes et en cachant ces sites hydrophiles. Si j'ai un anticorps qui se fixe ici, eh ben là, il va se fixer sans problème. Par contre, si j'ai un anticorps qui se fixe ici, eh ben là, il ne pourra plus se fixer. D'accord ? Donc le seul fait de mettre de l'alcool sur un tissu va faire que certains anticorps, par exemple, ne vont plus marcher. Alors dans les alcools, le principal, c'est l'éthanol. Il est bien connu des étudiants, il est aussi bien connu des anapathes. On va l'utiliser soit tout seul, par exemple pour fixer des frottis, soit le plus souvent on l'utilise dans des mélanges. Alors je reparlerai tout à l'heure des mélanges, donc je vais assez vite. Le principal problème de l'éthanol, c'est qu'il est inflammable. L'autre problème, c'est que si vous en utilisez beaucoup, vous avez des problèmes avec les douanes. Donc il y a une déclaration à faire avec les douanes, parce que sinon ils se demandent si vous n'êtes pas en train de faire du pastis. Enfin, voilà. Donc il faut tracer juste sa consommation. Autre alcool, le méthanol. Alors le méthanol, c'est dommage parce que c'est une petite molécule qui rentre bien, qui fixe très bien. C'est juste très très toxique. C'est un neurotoxique important. D'abord ça rend aveugle et puis après ça attaque le cerveau. Voilà, donc il faut éviter le méthanol. C'est dommage parce que c'était un très bon fixateur. Si jamais un jour vous avez un collaborateur qui s'est suicidé au méthanol, qui vous a bu une bouteille de méthanol, le traitement c'est l'éthanol. Donc vous lui faites boire de l'alcool, du vrai, et ça l'empêchera d'avoir des problèmes cérébraux. Voilà. Et puis je vous l'ai mis là, c'est l'acétone. Alors on n'est pas dans l'alcool, mais on est à peu près dans le même mécanisme d'action. Hein. L'acétone, ça va déshydrater aussi. C'est un fixateur qu'on utilise beaucoup quand on fait des coupes en congélation. Très souvent, une fois qu'on a fait sa coupe en congélation, on trempe quelques minutes dans l'acétone. Ça a l'avantage d'enlever un petit peu les graisses, de fixer un peu le tissu, et vous avez un immunomarquage qui est bien plus beau. Là, si vous avez la chance que votre anticorps que l'antigène ne soit pas dénaturé par l'acétone, ça vous fait des marquages qui sont beaucoup plus jolis. Voilà. C'est un solvant des graisses, bien entendu. Voilà. On ne l'utilise pas pour la fixation des tissus parce que ça durcit terriblement les tissus, ce qui fait que ça va durcir la surface du tissu et du coup le fixateur ne pourra plus pénétrer. Voilà. Donc c'est très très bien quand vous travaillez sur une coupe ou sur des cellules, mais sur du tissu, ça ne pénètre pas du tout. Voilà. On passe aux acides. Le plus connu, c'est l'acide acétique, hein, c'est celui des cornichons.
Alors, l'acide acétique, ça a une particularité qu'on aime bien en anapathe, c'est que ça précipite les acides nucléiques et ça va donner ce que les anapathes trouvent être des beaux noyaux. C'est-à-dire que la chromatine va se mettre en petites mottes et voilà. Et on aime bien ces petites mottes parce qu'en fonction de leur distribution, leur taille, etc., ça nous donne des informations sur le caractère plus ou moins agressif, plus ou moins proliférant des cellules. Voilà. C'est un artefact auquel on est habitué et qu'on aime bien. Il y a un effet de gonflement, hein. Vous savez que les cornichons gonflent quand vous les mettez en acide acétique, ça fait gonfler les tissus et, ça ne les durcit pas. Alors le fait que ça gonfle, ça peut être un effet qui est utilisé pour contrebalancer par exemple l'action de l'alcool. Si vous mélangez de l'alcool et de l'acide acétique, si vous mettez les bonnes proportions, l'alcool va ratatiner les choses, l'acide acétique va le faire gonfler, et si vous mettez les bonnes proportions, ça ne va pas bouger. Voilà. C'est pour ça qu'on le trouve souvent dans des mélanges, dont on reparlera après. L'acide picrique, c'est le célèbre colorant jaune un peu fluo qu'il y avait dans les fixateurs d'autrefois. Vous savez, quand il y a des cycles avec des doubles liaisons comme ça, avec des délocalisations d'électrons, tout ça c'est bien fluorescent parce que les électrons peuvent facilement changer d'orbital. Voilà. Et donc ça c'est un truc extrêmement fluorescent. C'est explosif, c'est à peu près aussi explosif que la TNT, hein, puisque la TNT c'est du trinitrotoluène, là c'est du trinitro je ne sais pas quoi. Donc c'est un très très bel explosif. On l'utilisait en anapathe parce que ça donnait une très belle morphologie avec des très beaux noyaux, exactement comme l'acide acétique, ça précipitait l'ADN. Ça a plein de propriétés sympathiques sur l'ADN, c'est un inhibiteur quasiment définitif des Taq polymérases. Ça casse totalement l'ADN, ce qui fait que les prélèvements qui sont fixés avec un fixateur qui contient de l'acide picrique, c'est complètement mort pour la biologie moléculaire. Vous ne pouvez rien en faire. Même les techniques de fiche, d'hybridation in situ, etc., ça ne marche pas. Et ça marchera d'autant moins que comme c'est très fluorescent, si vous travaillez en fluorescence, ça vous donne un bruit de fond épouvantable. Donc c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marche pas. Enfin, peut-être quelqu'un trouvera un jour le moyen, mais a priori pour l'instant c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc ça c'est vraiment un fixateur à proscrire. Si vous avez un anapathe un peu has-been qui travaille encore avec ça, vous lui dites stop, t'arrêtes, faut pas, c'est mal, pas bien. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, comme je ne sais pas bien dessiner les trucs sur PowerPoint, je vous ai fait des molécules de collagène. Hein, j'aurais pu vous faire des jolis enzymes contournées dans tous les sens, je ne sais pas faire. D'accord? Donc, on va imaginer des molécules de collagène. Voilà. Si je mets un fixateur dénaturant, en fait, je vais complètement changer sa forme. Voilà. Là, elles se sont un peu ratatinées. OK? Bon, très bien. Comme elles se sont ratatinées, elles n'ont plus, si elles en avaient, des actions enzymatiques, et puis finalement, tout va bien. Le problème, c'est que au fur et à mesure où vos fixateurs, l'alcool par exemple, va pénétrer dans le tissu, il va activer les processus d'autodestruction du tissu, parce qu'il va liser les membranes, il va liser les lysosomes, il va libérer les enzymes, et en fait, il va y avoir une course entre la pénétration, par exemple, de l'alcool, et l'activation des enzymes qu'il déclenche. Et le problème, c'est que pour obtenir cette dénaturation, il faut que l'alcool ait atteint un certain degré. En gros, on dit aux alentours de 70 degrés. À partir de 70 degrés, l'alcool a complètement dénaturé les protéines. Mais s'il est plus dilué que ça, plus dilué que 60 degrés par exemple, il ne dénature pas suffisamment. Ce qui fait qu'au fur et à mesure où il va rentrer, les cellules en fait, vont s'autolyser avant qu'elles puissent être fixées par l'alcool. Et ce qui va se passer, c'est ce que vous allez obtenir, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, vous aurez des protéines qui, 1, auront changé de conformation et qui, 2, seront complètement lisées. Voilà. Alors, elles vont rester attachées les unes aux autres parce qu'elles sont collées par les phénomènes osmotiques, donc ça ne se verra pas nécessairement. Mais par contre, si jamais vous faites subir à vos lames des pré-traitements un petit peu difficiles, comme on fait pour l'immunohistochimie, on fait bouillir les lames dans des tampons à pH 9,9 par exemple, et que vos protéines sont dans cet état-là, vos protéines, elles s'en vont. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec des protéines qui sont déformées et que vous aurez du mal à reformer sur place parce qu'elles ne sont pas fixées au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas collées. Et si vous les mettez dans les tampons, elles vont partir dans le tampon. D'accord? Alors, ça marche quand même pas mal. Hein. Si vous utilisez des bonnes techniques de fixation, ça c'est un gel 2D sur, alors c'était du côlon je crois, qu'on avait, alors la muqueuse, hein, pas le côlon entier, sinon il y a de l'actine partout, ça cache tout. Gel 2D,
la même partie qui était fixée, incluse en paraffine, vous voyez qu'on arrive à sortir des profils qui sont relativement semblables. Ils ne sont pas totalement semblables. Par exemple, ce spot-là, enfin, ces deux spots-là, manifestement, ils ne sont pas tout à fait pareils. Donc, ce n'est pas exactement pareil, mais enfin, on arrive quand même à avoir des protéines qui sont de bonne qualité et qui sont extractibles. Par contre, ça ne peut pas se faire sur des gros tissus et ça nécessite des conditions de fixation dont je vous reparlerai qui sont assez particulières. Enfin, sachez-le, si un jour vous devez absolument travailler sur des tissus qu'il faut absolument qu'ils soient inclus en paraffine et que vous voulez absolument faire de la protéomique, eh ben, ça peut être une solution. Et d'ailleurs, il y a une équipe de Montpellier qui travaille là sur la composante in situ et infiltrante des cancers du sein en protéomique. Et là, ben, vous êtes obligé d'avoir des coupes pour savoir ce qui est infiltrant, ce qui est in situ. Vous ne pouvez pas prendre un morceau de tumeur, vous ne le savez pas a priori. Et donc, ils travaillent sur ce type de fixation. Voilà. De même, si vous prenez de la congélation et ce type de fixateur, pour de l'ADN, pour de l'ADN, vous pouvez sortir des ADN de très très bonne qualité, puisque là, il n'y a pas du tout de collage de l'ADN, et de l'ADN qui est parfaitement amplifiable. Hein. Ça, c'était une PCR, on s'est amusé à faire une PCR de 2800 paires de base. Et voilà, c'est de l'ADN qui est extrait de blocs en paraffine. Hein. Voilà. Donc, c'est une technique qui existe, qui est possible, qui n'est pas simple, qui nécessite un petit peu de savoir-faire William Saurin, un petit peu de technique. Une fois que c'est en place, ça roule tout seul, mais voilà. Ça peut être une solution alternative quand vraiment vous avez des problèmes pour obtenir du tissu congelé ou isoler des cellules dans le tissu congelé. Alors pour l'ARN, c'est un petit peu plus compliqué quand même, il ne faut pas rêver. Ça, c'est l'ARN d'une tumeur congelée. Et ça, c'est l'ARN qui est extrait de la même tumeur qui est fixée avec un fixateur comme ça. C'est déjà pas mal, hein, parce que quand vous faites ça à partir d'un bloc en paraffine fixé en formol, vous ne sortez rien. C'est-à-dire que vous sortez des quantités fifrelinesques. Là, en termes de quantité, on était à peu près à des rendements équivalents. Voilà. Alors en fait, on s'est dit, si l'ARN se dégrade, c'est parce que les RNA sont activés et on va essayer de fixer à des températures de plus en plus froides. Voilà. Et donc, on a diminué les températures de fixation. Voilà. Et en fait, quand on fixe dans la glace, on finit par sortir ce genre de profil à partir d'un bloc en paraffine. Parce que si vous fixez dans la glace, avec ce type de fixateur, le fixateur a le temps de pénétrer, mais les enzymes, eux, ne marchent pas. D'accord ? Ne fixez surtout pas dans la glace avec du formol, parce que la fixation formolée, c'est une réaction chimique. Donc si vous mettez votre prélèvement dans le formol dans la glace, le formol va rentrer, mais la réaction chimique de fixation n'aura pas lieu. D'accord ? Vous pouvez faire ça avec des fixateurs qui sont des fixateurs entre guillemets osmotiques, c'est-à-dire qui vont enlever l'eau ou qui changent complètement l'osmolarité du milieu et qui vont précipiter les protéines. OK ? Voilà. Alors, morphologiquement, c'est pas mal, mais c'est fragile. Ce qui fait que si je change la moindre chose, par exemple là, j'ai étalé avec une platine trop chaude et vous voyez que les cellules sont complètement rétractées, c'est très très moche. De même, voilà, donc vous voyez, il y a un petit savoir-faire. Ça, c'est un granulome. Il y a ici des macrophages qui sont farcis d'enzymes. Très bien. Si jamais j'ai le malheur de mettre un tampon un petit peu agressif, là j'ai rajouté du carbonate de lithium, ça me gomme complètement ma coupe. D'accord ? Et ça gomme la coupe simplement parce que les protéines sont parties. Parce qu'en fait, elles sont complètement digérées. Oui ? Quels sont les intérêts de faire une fixation de ce type-là ? Ben, c'est qu'on peut extraire les protéines, l'ADN, l'ARN. OK ? Quelques recommandations. Il faut fixer vite et donc il vous faut des petits fragments. Si vous avez un labo de la pâte et que vous recevez un côlon, ne le mettez pas dans un fixateur qui ne contient pas de formol. C'est juste bête. Par contre, vous pouvez peut-être prendre une petite tranche que vous mettez dans un fixateur sans formol. Là, c'est possible. La deuxième chose, c'est fixer à froid. Si vous voulez sortir des beaux ARN, fixer à froid, fixer dans la glace. Si vous voulez créer votre fixateur, vous pouvez très bien créer votre fixateur. Hein, vous essayez l'alcool, l'acide, machin, vous mélangez, vous faites vos essais. Il va falloir vous trouver le bon équilibre entre la fixation et la rétraction. Le piège, c'est pas de contact avec le formol si vous voulez bénéficier de ça, sinon ça ne sert à rien. Et on va reparler. Et puis, quand vous allez faire vos techniques en suivant, faites attention aux pré-traitements, ce que les anapathes appellent les pré-traitements. Hein. Pré-traitement avant l'immuno, pré-traitement avant la fiche. Il va falloir tout revoir parce que vous n'êtes pas du tout en condition de fixation normale. Donc, toutes les techniques doivent être remises au point pour fonctionner sur ce type de tissu. Alors, les aldéhydes, bon, je ne vous apprends pas, hein, la formule classique d'un aldéhyde, c'est ça.
on va parler de deux aldéhydes, le formol et le glyoxal. Alors le formol, c'est le fixateur. Il n'y en a pas d'autre, c'est le fixateur. Voilà. C'est le plus utilisé, il va faire des ponts méthylène. Il est supposé être carcinogène. Je ne sais pas s'il est carcinogène, par contre c'est un bon irritant. Hein. Si vous respirez un coup de formol, vous allez voir, ça pique le nez. Hein. Ça, voilà. Alors, juste une petite phrase. Vous verrez, les anapathes vont vous parler de pourcentage de formol extrêmement variés. Vous aurez des anapathes qui fixent avec du formol à 4%, vous aurez des anapathes qui fixent avec du formol à 10%, vous aurez des anapathes qui fixent avec du formol à 15%. Et là, vous vous dites, ils sont complètement fous, ces gens. Parce que, bon, de 4 à 6%, je veux bien, mais entre 4 et 15%, c'est quand même pas du tout la même chose. En fait, c'est juste parce qu'on ne parle pas de la même chose. Alors, le formol, c'est un gaz. Ce n'est pas un liquide, c'est un gaz. Donc, ce qu'on achète, c'est une solution de formol. Et cette solution de formol, elle a une concentration qui varie entre 37 et 40%. Donc, à partir de là, vous comprenez l'histoire. Si je dis que je l'utilise à 4%, j'ai deux solutions. Soit je parle de la concentration réelle du formol et je l'utilise à 4%, soit je parle avec la dilution de cette solution et à ce moment-là, je vais l'utiliser à 10%. Parce que 10% de 40%, ça fait 4%. Vous comprenez l'histoire ou pas? Voilà. Donc c'est bête, hein, mais ça peut vous éviter de travailler avec du formol concentré à 15%, et là vous allez quand même avoir des trucs un peu durs. Hein. Voilà. Alors le formol, c'est pas très stable. Le formol, ça va se transformer en acide, qui peut éventuellement se transformer en CO2, et puis ça se transforme surtout en méthylène glycol. Alors le méthylène glycol, c'est la version hydratée du formol, et en fait, l'immense majorité de la molécule que vous aurez dans votre solution, c'est du méthylène glycol. Il y a à peu près 1000 fois plus de méthylène glycol dans la solution que de formol. Et pour pouvoir fixer un tissu, il faut que le méthylène glycol rentre dans le tissu, il faut qu'il se déshydrate en se transformant en formol, et une fois qu'il s'est transformé en formol, il faut qu'il fasse des réactions pour se fixer sur les molécules. Donc pour la fixation en formol, il y a deux étapes qui sont concomitantes, hein, mais qui sont différentes. Il y a la pénétration du produit et il y a la fixation proprement dite. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des articles qui sortent en ce moment de gens qui vous disent si vous voulez avoir de beaux résultats avec le formol, il vous faut mettre vos pièces dans le formol au froid, puis vous les sortez et vous les mettez au chaud. Alors pourquoi? Parce que si vous les mettez au froid, le méthylène glycol pénètre dans le tissu et les enzymes sont arrêtées. Et quand je les mets au chaud, les enzymes s'activent, mais c'est pas grave, j'ai du méthylène glycol partout dans ma pièce et plaf, la fixation se fait tout de suite. Voilà, c'est pas complètement idiot hein, comme approche. C'est encore un peu confidentiel, mais c'est une approche qui a du sens. Alors, deuxième fixateur aldéhydique, le glyoxal. Le glyoxal s'appelle aussi du biformol, c'est exactement comme le formol, sauf qu'il y a deux molécules, clac, qui sont collées l'une à l'autre. L'avantage du glyoxal par rapport au formol, c'est que comme la molécule est plus grosse, elle n'est pas volatile, et comme elle n'est pas volatile, il n'y a pas de vapeur, donc c'est considéré comme non toxique. En fait, si vous le buvez, c'est aussi toxique que du formol. Donc il ne faut surtout pas le boire, simplement, il y a besoin d'une aspiration moins forte ou pas d'aspiration, parce que ce n'est pas volatile. Voilà. Méfiez-vous du glyoxal, ça donne des jolis résultats en anapathes, les anapathes sont très contents, ça ne sent pas, ça coûte un peu plus cher, mais ce n'est pas grave. Mais par contre, c'est une fixation qui est très dure, définitive, et qui va vous empêcher de faire certaines manips. Et en plus, elle vous empêche de faire certaines manips de façon un peu aléatoire. Nous, on l'a testé dans le labo, on travaille beaucoup sur les cancers du sein, et de temps en temps, vous ne savez pas pourquoi, il n'y a plus rien qui marche. Plus de récepteurs d'œstrogène, plus de récepteurs à progestérone, la fiche ne marche plus, HER2 ne marche plus, et là, vous êtes mal, hein, vous avez les yeux pour pleurer. Heureusement, nous, on faisait ça en double, donc on a pu comparer avec le formol. Voilà. Donc méfiez-vous du glyoxal, ça c'est vraiment une saleté, et une fois que c'est fixé au glyoxal, c'est mort, vous ne pouvez plus rien en faire. Donc évitez. Vous êtes des pros de la chimie, hein, je ne vous le fais pas. Hein. Donc le formol arrive, il se fixe, paf, ça fait un groupement, ça se refixe, voilà, et ça fait des ponts. Alors l'avantage par rapport à ma molécule de tout à l'heure, c'est que du coup, là, tous mes anticorps vont se fixer. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'après l'étape de fixation au formol, je vais passer mes prélèvements dans l'alcool, je vais les chauffer dans la paraffine, donc de toute façon mes protéines elles vont quand même se dénaturer, se retourner dans tous les sens, et il va falloir les renaturer. Mais comme la fixation est très solide, je vais pouvoir leur faire subir les derniers outrages et elles ne vont pas bouger.
Alors je reprends mon collagène, je rajoute un fixateur aldéhydique, du formol par exemple, je vais faire des liaisons covalentes, et ça c'est un réseau qui est très solide. Donc ça c'est très joli, vous prenez du lait, voilà, vous le précipitez, vous le faites cailler, vous rajoutez un petit peu de formol, et vous pouvez obtenir ce sorte d'ivoire. Alors en fait, l'avantage c'est que même si j'ai une lisse de mes protéines, eh ben, je n'aurai pas de déstructuration des choses parce que le réseau est tellement grand que rien ne va bouger. D'accord ? Donc en fait, avec le formol, il va y avoir une destruction des protéines, il va y avoir une destruction de mes constituants cellulaires, mais je ne vais pas le voir parce qu'ils seront tellement collés les uns aux autres que finalement, globalement, la structure ne va pas bouger. Alors si je reviens sur mon gel 2D, eh ben voilà, ce que ça donne en formol, ça donne ça. C'est-à-dire que je peux extraire mes protéines de mon truc, mais j'ai une espèce de gros magma qui est, ben voilà, c'est des espèces de gros groupes, et j'arrive pas à avoir autre chose que ça. Alors au niveau de l'ADN, ben, sur l'ADN, vous savez ça bien mieux que moi, il y a tout un tas de protéines qui sont fixées sur l'ADN. Si je colle mes protéines entre elles, je vais aussi les coller à l'ADN, ce qui fait que quand je vais extraire mon ADN, eh ben, je vais extraire des morceaux d'ADN qui sont les morceaux qui sont disponibles entre les protéines. Voilà. En gros, quand on a un bon formol tamponné, une bonne technique bien faite, on va sortir entre 200 et 300 paires de bases. Si j'ai un formol qui n'est pas bien tamponné, si j'ai un peu surfixé, je vais sortir 70, 100 paires de bases. D'accord ? Donc là, on n'est pas du tout en kilo-paires de bases, hein. On est en quelques dizaines de paires de bases. Voilà. Du coup, on peut faire de la biologie moléculaire sur les blocs en paraffine. On en fait en pratique courante, hein, mais on va pouvoir le faire que sur des choses extrêmement précises. Alors, on a de la chance pour l'instant. Par exemple, Kiras, les sites de mutation, les hotspots de mutation, ils sont connus, ils sont très étroits. Et en fait, si on a 100 paires de bases, on va pouvoir cercler le truc et on va pouvoir travailler. Par contre, si je veux séquencer BRCA1 ou BRCA2, où j'ai 250 000 mutations sur un gène qui fait 40 000 paires de bases, c'est mort. Là, les choses fixées et incluses en paraffine, faut pas, c'est pas bien. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Bon, ben, j'ai repris les mêmes. Hein. Ici, vous avez le formol, l'ADN, il doit être quelque part par là, au fond du gel. Alors, voilà, les anapathes, non, on n'est pas comme ça. On a fait des mélanges. Voilà, on a fait des mélanges à l'époque où finalement toutes ces notions de biologie moléculaire, etc. n'existaient pas et où l'objectif c'était d'avoir la plus jolie morphologie. Très honnêtement, la morphologie en formol, elle n'est pas terrible hein, pour les anapathes. On s'y habitue, on s'y fait, mais franchement, c'est pas terrible. Les anciens fixateurs étaient bien plus jolis. C'est pour ça que les anapathes mettent un certain temps à les abandonner. Alors en gros, les grands fixateurs, les grands mélanges que vous allez trouver, c'est ça. Et dans quasiment tous, vous retrouvez du formol. Alors c'est du formol avec de l'éthanol, de l'acide acétique ou de l'acide picrique. Ben là, il y a les deux. Voilà. En général, d'ailleurs, c'est éthanol, acide acétique, formol. Hein. C'est les trucs qu'on mélange un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et puis vous avez deux catégories de fixateurs un peu particuliers. Les fixateurs avec du glyoxal, évitez, parce que vous ne pourrez rien faire avec les prélèvements après. Et puis les fixateurs sans formol. Là, vous en avez toute une kyrielle. Vous pouvez vous-même vous les faire, hein, parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Et là, c'est vraiment pour une destination très particulière, sur une question très particulière, pour faire une technique très particulière, que vous avez validée. Voilà. Alors, il y a des mélanges cachés. Cette grosse machine-là, ça s'appelle, alors on appelle ça comme on veut, un VIP, une machine à inclusion, un automate à déshydratation. En gros, quand j'ai fixé mon tissu, que je l'ai mis, qui est fixé dans le formol, j'ai mis dans la petite cassette, je vais le mettre là-dedans et je vais partir au golf. Voilà, et je reviens 15 heures après et ça me sort la cassette avec le prélèvement qui est imbibé dans la paraffine. Pour faire ça, la machine va passer dans tout un tas de produits qui vont petit à petit enlever l'eau, et puis enlever les lipides, enlever l'eau, et puis mettre la paraffine. D'accord ? Et quand on regarde, voilà, ça c'est un programme assez classique, hein, la première étape c'est du formol. Si j'ai utilisé un fixateur sans formol, que je me suis cassé la tête à fixer dans la glace pendant un temps déterminé, un prélèvement que j'avais coupé, exprès, etc., et que je le mets là-dedans, eh ben, il prend du formol, et donc c'est mort. D'accord ? Donc il faut faire très attention, et même si je fais un deuxième programme qui commence que là, dans cet alcool-là, il reste encore beaucoup du formol qui était là. Donc à la limite, si je veux travailler sur des tissus fixés sans formol, eh bien, il me faut un automate à part, ou alors il faut que je déshydrate à la main. Voilà. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des techniques très particulières pour des objectifs très particuliers. Voilà. Alors il y a d'autres facteurs clés qui jouent
au-delà du simple fixateur, qui vont jouer dans la qualité de votre fixation. Alors, je vais aller vite parce que peut-être vous n'aimez pas trop ça. Entre le moment où le chirurgien ouvre, par exemple, le ventre ici du patient, et le moment où il va sortir la pièce, elle est toujours un peu vascularisée, il n'a pas clampé les vaisseaux, mais par contre, elle commence à être traumatisée, puis elle sort du ventre, elle est tordue, elle est ceci, elle est cela, elle est refroidie, réchauffée, etc. Et il se passe tout un tas de phénomènes d'irritation, de congestion, d'ischémie, plus ou moins, voilà. Et cette période qu'on appelle la période d'ischémie chaude, eh bien celle-là, vous ne pouvez rien y faire. Parce qu'elle est difficile à mesurer, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le tissu. Est-ce que là, les cellules qui sont là, elles sont encore bien vascularisées? Ou est-ce que le vaisseau, comme il fait un tour ici, il s'est un peu clampé et qu'il ne s'est pas vascularisé? C'est extrêmement compliqué à mesurer. Et puis surtout, vous ne pouvez pas modifier l'acte chirurgical, simplement parce que vous avez envie d'avoir des cellules plus rapidement. Donc ça, c'est un temps, ben, ma foi, c'est le côté humain de la chose, c'est incompressible, c'est comme ça. Par contre, une fois que le chirurgien a fait son travail, il va y avoir tout un tas d'étapes. Il y a l'acheminement au laboratoire, il y a la prise en charge de la pièce quand elle arrive au laboratoire, et puis il y a la fixation, éventuellement la congélation. Tout ça, ça peut prendre un certain temps. Alors ça peut aller très vite. Là, j'ai frimé. Hein. Ce jour-là, on avait pisté le gars. Donc voilà, en 5 minutes, on avait congelé. En 6 minutes 20, on était dans le formol. Voilà. Des fois, ce n'est pas aussi rapide. Des fois, on a un peu honte, hein, mais c'est même très très long. Parce que le patient qui est opéré le vendredi soir à 21h, parce que c'est une urgence chirurgicale qui arrive aux urgences, le labo il est fermé. Il ouvre lundi. Qu'est-ce qu'on fait? On fout au frigo. Et donc votre pièce, eh bien, des fois, elle va passer 2 jours au frigo. Ça arrive, hein? Alors pas dans les grands hôpitaux, hein, non. Mais ça peut arriver. En tout cas, dans les cliniques, je vous assure que ça arrive. Voilà. Donc ce temps-là, il est extrêmement variable. Et en plus, il y a une chose qui peut jouer là-dedans, c'est la température d'acheminement. Si j'achemine ma pièce sur de la glace, elle sera infiniment mieux conservée que si je l'amène dans les couloirs alors qu'il fait 35 degrés parce que vous êtes à Toulouse et que c'est au mois d'août. Voilà. Parce qu'à 35 degrés, les enzymes, je peux vous assurer que ça y va. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des paramètres extrêmement compliqués qu'on ne prend généralement pas en compte. Et si vous voulez faire de la recherche vraiment très pointue, je vous invite à y réfléchir. Et ça peut être intéressant, si vous êtes chercheur ou si vous êtes anapathe et que vous êtes dans un protocole très particulier, ça peut être intéressant de dire, pour les patients qui ont dans ce protocole, je vais au bloc et je fixe ou je congèle directement au bloc. Parce que là, ce temps-là, je le maîtrise totalement. Voilà. Donc des fois, ça vaut le coup d'aller passer 2 heures en s'embêtant. Il faut s'habiller, il faut attendre que le chirurgien travaille. Ils sont longs, ces chirurgiens. Voilà, bon, mais tant pis. Mais au moins, l'avantage, c'est que vous avez un prélèvement, vous êtes absolument sûr de sa qualité. Voilà. En plus, pour maîtriser ce temps-là, c'est du personnel et c'est de la clim. Donc avoir de la clim et du personnel, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est impossible. Hein. Ça, voilà. J'imagine que chez vous, c'est pareil. Voilà. Une fois que c'est fixé, on recoupe, il est mignon, hein, c'est notre interne, il s'appelle Maxime. Voilà, donc on met dans des cassettes, et puis on met dans cette machine-là, voilà. Et juste, je vais vous remontrer encore un peu de s'enquête, et puis après j'arrête avec les choses dégoûtantes. Le formol, je vous dis, il faut qu'il pénètre. Et le problème de la pénétration du formol, mais c'est vrai pour le formol, c'est vrai pour absolument tous les fixateurs liquides, c'est une progression qui va décroître au fur et à mesure où on progresse. C'est-à-dire que la première heure, c'est 3,6 mm. Pour faire 3,6 mm de plus, c'est 3 heures de plus. Pour doubler encore cette distance, c'est 16 heures. Voilà. Donc, quand vous allez fixer, les premières couches vont être très bien fixées, et plus ça va aller, moins ça va être fixé, parce que le fixateur a commencé à fixer le tissu en périphérie, et donc il freine sa propre pénétration, et plus vous êtes profond, et moins ça pénètre. Okay? C'est pour ça qu'on fait des choses comme ça, hein, qui sont un peu dégueu, désolé, c'est qu'on va fendre les pièces pour que le fixateur puisse pénétrer le mieux possible. Okay. Alors ça, c'est embêtant parce qu'à partir du moment où j'ai fendu la pièce, j'ai libéré les enzymes, et j'ai détruit les cellules. Donc je favorise la pénétration du fixateur, mais en même temps, je favorise l'autolyse du tissu. Donc c'est complètement schizophrène. Alors juste pour vous montrer, ça c'est une rate. La rate, c'est un très très bon organe pour travailler sur la fixation parce que c'est épouvantable. Parce que c'est plein de sang, et le sang, dès que c'est fixé, ça coagule, et le sang coagulé, c'est super étanche. Voilà. Donc ça, c'est une rate qui est fixée normalement, et vous voyez qu'il y a une différence de couleur quand on va par exemple de là à là, ou de là à là. C'est juste les différents niveaux de fixation.
Et pourtant, c'est une rate qui avait été bien fendue, bien fixée. Hein. Mais vous voyez que ça doit faire 2 mm. Donc on peut considérer que là, j'ai 2 mm qui sont bien fixés, et puis le reste qui sont fixés un peu moins bien, on va dire. Voilà. Et ça a des conséquences. Alors si je veux travailler sur le CD20 qui marque les lymphocytes B, j'aurais pas de problème. Si je veux travailler sur le CD3, j'aurais pas de problème parce que c'est des antigènes très, très solides. Mais si vous travaillez par exemple ici, c'est juste un marquage PETIR. C'est même pas une phosphoprotéine particulière, c'est PETIR au sens large. Voilà. Et bien vous voyez qu'il y a une diminution petit à petit de la phosphorylation. À la limite, on comprend, bon, ben, c'est pas grave, je vais travailler que là-dessus. Mais si vous regardez de plus près, c'est pas qu'il y a une diminution simple, c'est que d'abord, il y a une augmentation, puis il y a une diminution. Donc la fixation en fonction du temps, ça va vous modifier votre niveau de phosphorylation des protéines. Donc ça risque de vous fausser complètement vos maniples si vous travaillez sur des voies d'activation du signal. D'accord? Ne serait-ce que la distance par rapport à la surface. Alors, à la fin, il faut quand même tirer des conclusions. Hein. Donc on va essayer de tirer quelques conclusions. Alors ça, c'est pour les anapathes. Pour les anapathes, ce n'est pas compliqué, il y a des recommandations qui sont sorties. Alors le texte des recommandations, c'est ça. Je vous le fais simple. Le standard, c'est la fixation en formol tamponnée. Point final. On n'en parle plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le jour